Il est 10 heures à Paris, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, on est ensemble et en direct pendant la prochaine heure dans Parlons-en. À la une de l'actualité, le prix du pétrole au plus haut depuis 2022. Il s'envole à plus de 125 $ le baril. C'est du jamais vu depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. En cause, l'évocation hier par Washington d'un blocus prolongé du détroit d'Ormuz. Pas de faste sur la place rouge. Cette année, la Russie renonce au matériel militaire pour son défilé du 9 mai à Moscou, officiellement en raison de la menace d'attaques ukrainiennes. Vladimir Poutine propose une trêve en Ukraine. En ce jour symbolique, il célèbre la victoire soviétique de 1945. La liberté de la presse au plus bas dans le monde depuis 25 ans, selon le rapport annuel de Reporters sans frontières, publié aujourd'hui. Un recul global du droit d'informer lié aux conflits armés, mais aussi aux pressions économiques et politiques sur les journalistes. Et puis 1 200 000 Libanais menacés d'insécurité alimentaire. C'est près d'une personne sur 4 selon plusieurs organisations. Dans le pays, les combats se poursuivent malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril dernier. Dans ce contexte, comment créer un récit commun 51 ans après le début de la guerre civile? Comment préserver la mémoire dans un pays sans cesse rattrapé par de nouveaux cycles de violence? Et comment les artistes s'emparent-ils de cette question? On en parle pendant les 45 prochaines minutes avec Lana Daher, réalisatrice du film documentaire Do You Love Me en salle la semaine prochaine, avec Serge Berbery en direct de Beyrouth, avec Karim Émile Bittard, professeur à Sciences Po et à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Bienvenue, c'est Parlons-en. C'est un pays qui n'a jamais écrit son histoire. 15 ans de guerre civile de 1975 à 90, puis une loi d'amnistie qui efface les crimes et en même temps la possibilité de s'en souvenir comme de réparer. Aucun manuel scolaire commun, aucun récit national partagé. Et pourtant, c'est un pays qui n'a jamais cessé de se raconter, de se filmer et de se chanter. Comment les artistes se saisissent de la question mémorielle au Liban? Deux invités pour en parler aujourd'hui dans Parlons-en. Lana Daher, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice. Do You Love Me est votre premier long métrage, une lettre d'amour à Beyrouth à travers 70 ans d'archives, de cinéma, de télévision, de vidéos amateurs et de photographie, grâce auxquelles vous recomposez une histoire façonnée par des cycles de violence et de silence. Face à vous, Karim Émile Bittard, bonjour. Bonjour. Professeur à Sciences Po et à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Vous êtes l'une des voix les plus écoutées sur le Liban contemporain. Avant d'ouvrir ce débat, on va retrouver Serge Berbery, notre correspondant à Beyrouth, pour faire un point sur l'actualité et les derniers développements dans le pays. Bonjour Serge. Pas de répit dans les combats d'abord dans le sud, malgré la trêve prolongée la semaine dernière. Aucun répit effectivement dans le sud du Liban, notamment autour de Tyr et de Benjbeil, où la pression militaire reste constante depuis ce matin. Au-dessus de cette région, des drones israéliens ont survolé le secteur dès l'aube. Et vous savez, les vols à basse altitude aussi se poursuivent. Au sol, les secours sont toujours à l'œuvre, notamment dans la région de Tyr, justement, où les équipes poursuivent les recherches. Vous savez, après des frappes hier, plusieurs corps ont déjà été extraits des décombres. Et les opérations donc continuent ce matin. Dans le même temps, les dégâts s'alourdissent. Une station de pompage d'eau a été détruite au sud Liban, et aussi un site touristique qui a été entièrement rasé, ce qui accentue encore plus la pression sur le terrain et sur les habitants qui sont restés encore sur place. Vous savez, si on élargit aux dernières 24 heures, on voit clairement une montée en intensité. Plusieurs localités ont été frappées presque simultanément, avec aussi, vous savez, des dynamitages dans des zones boisées, des explosions aussi assez puissantes qui ont été ressenties dans toute la région du sud Liban. L'armée israélienne dit viser des infrastructures du Hezbollah et des cibles aussi du Hezbollah qui représentent des menaces au nord d'Israël. Et justement, le Hezbollah, lui, poursuit ses attaques aussi contre des positions de l'armée israélienne dans le sud Liban, dans la zone tampon, en territoire
territoire libanais, et aussi des frappes de l'autre côté de la frontière, dans le nord d'Israël, où une attaque de drone du Hezbollah aujourd'hui a visé un véhicule militaire israélien près de Shomerah, une attaque qui n'a pas fait de victimes, mais il y a des dégâts et des incendies. C'est donc dans ce contexte que l'armée israélienne l'a dit sans ambiguïté, le cessez-le-feu ne protège pas le Hezbollah et les frappes continuent dès qu'une menace est identifiée. Et face à cette poussée de violence en plein cessez-le-feu et ces images de dynamitage massif d'habitations qui ont tourné en boucle sur les chaînes internationales ces dernières heures, eh bien, le président américain Donald Trump a appelé Israël à des frappes plus ciblées au Liban et il a mis en garde contre des destructions à grande échelle qui pourraient nuire, selon Trump, à l'image d'Israël. Et pendant ce temps, Serge, ce sont plus d'1,2 million Libanais qui sont menacés d'insécurité alimentaire. Oui, et vous savez, ce chiffre est très parlant. 1,2 million personnes, ça veut dire concrètement qu'au Liban, aujourd'hui, près d'une personne sur quatre ne mange plus à sa faim ou risque de basculer dans les prochaines heures dans la précarité alimentaire. Et ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que ce n'est pas une crise isolée, c'est une conséquence directe de la guerre qui aggrave donc la situation humanitaire déjà très fragile. Depuis le 2 mars, des centaines de milliers de personnes ont été déplacées et quand on est déplacé, vous savez, on perd son revenu, on perd son travail, parfois son logement et très vite on bascule dans la précarité. La guerre donc touche globalement aussi la sécurité alimentaire de toute la population libanaise et ça, on le voit très concrètement sur le terrain. La semaine dernière, lors d'un reportage sur le pouvoir d'achat, j'ai rencontré Charbel à Ashrafiyeh, dans Beyrouth, donc la zone chrétienne de Beyrouth. Charbel me disait qu'il avait remplacé la viande par des pâtes et des pommes de terre, que tout était devenu trop cher. Et dans ce même reportage, au supermarché, une mère de famille me disait qu'avec 100 $, eh bien aujourd'hui, on ne remplit plus un caddie, à peine de petits sacs. Et ces témoignages, vous savez, ils reflètent une réalité beaucoup plus large. Dans le sud du Liban, dans la Bekaa, certaines terres agricoles sont abandonnées ou inaccessibles. Les circuits d'approvisionnement sont perturbés et les prix continuent d'augmenter. Et surtout, la situation s'est nettement dégradée. On était déjà à près de 900 000 personnes en insécurité alimentaire avant la guerre. Aujourd'hui, on évoque le 1,2 million personnes. Et derrière ces chiffres, il y a ces choix du quotidien. Réduire les repas, changer l'alimentation, dépendre de l'aide ou de la solidarité. Et c'est ça l'inquiétude des agences de l'ONU. C'est que même avec la trêve, la crise humanitaire, elle, continue de s'installer dans le quotidien des Libanais. Serge Berberet en direct de Beyrouth. Merci beaucoup Serge. Lana Daher, merci encore d'être avec nous. Vous êtes née en 1983 au cœur de la guerre civile libanaise. Vous avez vécu l'occupation israélienne, la guerre de 2006, l'assassinat de Rafik Hariri, l'explosion du port de Beyrouth en 2020, la guerre de 2024 et maintenant celle qui secoue le Moyen-Orient. Est-ce que vous avez une seule fois connu un Liban en paix ? Et aussi, j'ai vécu la crise économique. C'est vrai que je ne l'ai pas donné, mais en plus, il y a aussi la crise économique de 2019. Mais non, c'est une très bonne question parce qu'il y a quelqu'un avec qui je parlais, il disait que peut-être il y avait la paix entre ces moments. Et maintenant, je me sens un peu plus lucide et je sens que même ces périodes de paix, c'est vraiment jamais la paix. C'est comme un calme relatif. C'est comme si entre ces moments de guerre, toujours on attend quelque chose, mais c'est vraiment, c'est jamais la paix. Ce qui permet jamais de se réparer et d'effectuer le travail de résilience finalement. Non, pas vraiment. Karim Émile Bitar, 51 ans après le déclenchement de la guerre civile, qu'est-ce qui n'a pas été soldé pour qu'un pays continue comme ça à rejouer la même partition ? Rien n'a été véritablement soldé. On a fait une erreur tragique juste après la guerre que vous avez évoquée. Une loi d'amnistie a été votée à la Soviet en 1990 sur pression des services de renseignement syriens qui occupaient le Liban à cette époque. Cette loi amnistiait tous les crimes commis pendant la guerre entre 1975 et 1990.
Cette amnistie a permis aux chefs de guerre de se reconvertir, de troquer leur costume de milicien en costume cravate et de rester actifs dans la vie politique. Ils le sont encore 50 ans après le déclenchement de cette guerre. Et cette amnistie a surtout entraîné une amnésie. On voulait tourner la page au nom d'un supposé réalisme politique. On a mis de côté l'exigence de justice. Il n'y a donc pas eu de redevabilité, de reddition de comptes. L'impunité est devenue la règle et il n'y a toujours pas de cicatrisation mémorielle. Les blessures sont encore vives. Vous parlez d'amnésie, mais c'est une fausse amnésie finalement, puisque cette guerre continue à hanter les esprits des Libanais. Exactement, il suffit d'un tout petit incident, d'une toute petite Madeleine de Proust pour que tous ces souvenirs remontent à la surface, les meilleurs souvenirs comme les pires souvenirs. C'est ça qui est très émouvant dans le Liban. Vous évoquiez tout à l'heure les périodes de cet entre-deux-guerres. On a toujours le sentiment de vivre dans un entre-deux-guerres. Et comme nous sommes conscients du poids tragique de l'histoire, nous profitons peut-être plus que d'autres de ces rares moments de répit que la vie nous octroie. C'est très bien montré dans votre film dont on va regarder la bande-annonce tout à l'heure, Lana Daher. On va prendre le temps d'en parler. Vous écrivez, bien que la guerre soit présente, elle ne définit pas le Liban. Qu'est-ce qui pourrait le définir selon vous? Je crois que je souhaite que la guerre seulement ne définit pas le Liban. Je trouve que oui, la guerre, c'est une grande partie de notre vie, mais aussi on essaye de vivre, de construire quelque chose d'autre dans notre identité. Et c'est pour moi, comme artiste, quand on est né dans la guerre et quand on vit la guerre, on a très envie que notre identité soit quelque chose d'autre aussi. Et je crois que c'est comme on disait, l'entre-guerres. Alors, c'est ces moments de vie, de joie, oui, de tout ça. On va regarder maintenant la bande-annonce de votre magnifique film Do You Love Me? Le Liban, quand tu arrives, évidemment, tu ne comprends rien. Et puis au bout de 3 semaines, tu te dis, ça y est, j'ai tout compris. Et en fait, au bout d'un mois, tu comprends que tu n'as rien compris. Et c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre. شو بعمل؟ صور مين؟ أنا. أنتِ؟ ليش أنتِ حلوة؟ Do you love me? Do you? Do you need me? Do you want me? Do you? I do, you? I do, you? I do. Karim Émile Bittard, je vous voyais réagir en regardant cette bande-annonce. Vous vous êtes reconnu un petit peu? Tout à fait, c'est très émouvant. C'est des petites vignettes qui en disent long sur le Liban. Il y a 2 mois, j'étais tombé sur une recension très élogieuse de ce film dans le quotidien britannique The Guardian, qui est un quotidien très exigeant, qui a parfois la dent dure, qui est capable de démolir des films très célèbres, très prestigieux. Et en effet, ce qui est montré ici, ça donne en quelques mots, en quelques petites pastilles, le sens de ce que veut dire être libanais. C'est être souvent nostalgique d'un monde dont on a le sentiment qu'il n'existe plus. C'est un peu le Liban d'hier, comme le monde d'hier de Stefan Zweig, qui est en train de disparaître sous nos yeux. Et on se rattache à quelques souvenirs d'enfance, à quelques vignettes. Ce film me rappelle un peu les écrits de la romancière et illustratrice Lamia Ziadeh, qui avait collectionné aussi ses souvenirs d'enfance, des années de guerre, qui avait ensuite écrit des romans graphiques assez parlants. Et je suis persuadé que c'est en donnant la parole à des artistes et au monde de la culture que l'on pourra trouver la dernière planche de salut
pour le Liban. Le salut ne viendra certainement pas de la classe politique actuelle, il ne viendra pas non plus de Trump ou de Netanyahou, certainement pas non plus du Hezbollah. Le salut ne pourra venir que d'une mobilisation massive et d'un effort pour remettre le pouvoir de la culture en lieu et place de la culture du pouvoir qui a trop longtemps miné ce pays de l'intérieur. Lana Daher, Oui. c'est une immense responsabilité. Oui, très immense, mais je la partage avec beaucoup d'autres artistes et écrivains et journalistes. Vous, alors je traduis la petite phrase qu'on a vue dans la bande-annonce qui n'était pas traduite. La désorientation fait partie de l'expérience. Bienvenue au Liban. Oui. C'est ça votre vision. Oui, et je sens que c'est ça mon expérience, mais la désorientation, c'est pour deux raisons dans le film. La première, c'est que la vie à Beyrouth est vraiment très chaotique. C'est comme ça la vie à Beyrouth. Une journée normale, soudainement, n'est plus une journée normale. Et on n'a pas vraiment un contrôle sur ça. C'est impossible de savoir ce qui va arriver. C'est impossible de planifier notre futur. Mais aussi, le film, c'est pas un film chronologique, c'est pas un film linéaire. Parce que pour moi, la mémoire n'est pas linéaire. Le trauma n'est pas linéaire. Alors, pour ces raisons, dans le film, on voyage dans les archives. On peut sauter de les années 80 jusqu'à l'année dernière. Et c'est les images et la répétition des images et des idées et des thèmes qui connectent tout ça ensemble. Et pourquoi ne pas avoir filmé le présent? J'avais très, très envie d'utiliser le passé pour parler du présent, spécialement au Liban où on ne parle pas de notre histoire, où je sens qu'il y a pas une transmission entre la génération de mes parents et ma génération. Il y a comme une rupture dans l'histoire. Aussi, dans l'école, on n'a pas un livre d'histoire unie et on n'apprend pas l'histoire libanaise dans les écoles. Alors, j'avais très, très, très envie de prendre une décision un peu extrême où le film est seulement avec des archives libanais. Moitié des archives, c'est le cinéma libanais des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai trouvé que les questions que j'avais et les réponses que je cherchais, il existait dans l'art, dans la culture, dans le cinéma. Vous avez cherché, y compris dans vos archives personnelles? Oui, aussi, un peu. Puisque finalement, chaque Libanais peut raconter cette même histoire. Donc Oui. c'est bien qu'il y a du commun. Oui, oui, exactement. Karim Émile Bitar, Lana Daher nous en parlait. Lana Daher qui a choisi d'utiliser des archives, donc du passé, pour témoigner du présent, d'un présent qui ne passe pas, d'un passé, pardon, qui n'est pas passé finalement. Exactement, c'est un choix très judicieux. C'est souvent en se penchant sur des petites anecdotes, des petits éléments du passé que l'on voit avec lucidité ce qui se passe aujourd'hui. Votre formule me fait penser à l'écrivain américain William Faulkner qui avait une phrase sur l'histoire. Il disait « Le passé n'est jamais mort, il n'est même pas passé ». C'est particulièrement vrai au Liban. On pense qu'on a tourné la page, on pense qu'un nouveau chapitre s'est ouvert. Et il suffit d'une photo, d'un extrait d'un vieux film, parfois d'une publicité, pour que tout remonte à la surface. Et c'est peut-être le meilleur moyen d'aborder la situation actuelle, c'est de l'aborder par la tangente, par l'art, par la culture. C'est ce qui montre une société extraordinairement vibrante, une scène culturelle qui ne se résigne pas. Et ce sont eux les véritables résistants au Liban. Toutes les milices à travers l'histoire du Liban se sont présentées comme étant des résistances, mais ceux qui ont véritablement résisté, ce sont ceux précisément qui ont continué de transmettre, de parler d'art, de culture, de musique, même lorsque les conditions ne s'y prêtaient pas. C'est cela qui fait le Liban beaucoup plus que sa puissance militaire. Le Liban est un pays qui a énormément de soft power grâce à sa culture, grâce à ses artistes, mais dont il ne se sert malheureusement pas suffisamment. Ce qui est incroyable dans votre film, c'est justement sa capacité à créer du commun. On a reçu tout à l'heure Sophie Fontanelle qui nous disait qu'il y aura un avant et un après Do You Love Me, votre documentaire. Je voudrais citer aussi le critique Gilles Khoury dans L'Orient le Jour, qui écrit à propos de votre film: il est impossible d'être libanais et de sortir de ce film sans se dire c'est moi, c'est ma vie. Ce film a été fait pour moi, je ne suis pas seule.
Oui, et c'est très touchant parce que j'ai décidé de montrer le film à Beyrouth. On avait planifié le premier et après la guerre a commencé. Et 10 jours après, la vie continue, même s'il y a les bombardements. Et on a décidé de montrer le film à Metropolis, une cinéma à Beyrouth. Et c'était vraiment un peu fou parce que c'était le 2 avril. Il y avait des sonic booms, des bombardements. Il y avait le drone israélien qui est devenu une partie du sound design du film. Et c'était très intéressant pour moi parce qu'il y avait des spectateurs qui sont des amis et je sais leur position politique. Ils sont vraiment, ils viennent des extrêmes très, très, like very extreme, des pro-Hezbollah, anti-Hezbollah. Et tout le monde sortait du film. On parlait pas politique. Tout le monde disait que ça, c'est mon expérience. C'est ma ville natale, c'est mon pays. Et c'est très touchant et c'est très fort de pouvoir unir la société libanaise dans ce film, dans ce moment. On parle justement beaucoup de société libanaise et pas de nation libanaise. C'est une différence de taille, on en parlera avec vous. Mais pour illustrer ce que vous venez de dire, je voudrais qu'on diffuse un petit extrait de votre film. Il y a plus de 18 communautés. Vous avez des sunnites, des chiites, des maronites, des grecs catholiques, des arméniens, des kurdes, et je n'arrêterai pas de vous en compter. Il y en a plein, d'où les multiples problèmes qu'il y a sans doute, et je suppose, au Liban. Merci bien, mademoiselle. Karim Emile Bitar, la difficulté, justement, c'est de faire de cette société libanaise une nation libanaise. Oui, alors ce qui peut nous y aider précisément, c'est qu'au-delà de ces 18 communautés, ce qui est fascinant au Liban, c'est qu'à l'intérieur de chaque communauté, vous avez un très vaste éventail d'opinions politiques. On a tendance en Occident à regarder le Liban en pensant qu'il y a les maronites, les sunnites, les chiites, les druzes, alors qu'à l'intérieur de chaque communauté, vous avez une extraordinaire diversité des opinions qui se confrontent. Très souvent, les personnalités les plus intéressantes sont ceux qui ont le courage d'aller à l'encontre des préjugés de leur propre communauté. Ce sont souvent eux qui sont les premières cibles. Aujourd'hui, ce sont les intellectuels chiites qui s'opposent à la mainmise du Hezbollah. Naguère, c'était quelques personnalités politiques chrétiennes qui s'opposaient aux dérives miliciennes. Donc, c'est un peu ce qui fait la force de ce pays, qu'il y a encore des gens qui refusent les assignations à résidence identitaire. Quelle que soit leur communauté de naissance, ils estiment qu'ils ont un libre arbitre, que leurs opinions politiques ne doivent pas être dictées par tel leader religieux ou par tel chef de milice qui s'est autoproclamé représentant politique de leur communauté. Justement, pour revenir sur les réactions que vous avez pu recueillir à la suite de la projection de votre film à Beyrouth, vous avez senti que justement l'art était un endroit sacré sur lequel tout le monde peut s'entendre. C'est peut-être le seul endroit au Liban où il n'est plus question de communauté, de divergence d'opinion. Oui, bien sûr, c'était très intéressant et aussi c'était un espace où on pouvait parler de nos blessures et nos sentiments parce que c'était très intéressant parce que la génération un peu plus jeune, ils sentent qu'ils n'ont pas d'accès à cette histoire et ils parlent pas toujours avec leurs parents de ce qui est arrivé dans la guerre civile. Alors pour eux, il y avait deux jeunes psychologistes qui ont peut-être 25 ans. Ils m'ont dit qu'ils ont senti que c'était comme un EMDR session. Et le MDR, la technique de psychologie pour eux, qui permet de surmonter les traumatismes. Exactement. Pour eux, c'était ça. Et à la génération plus âgée, pour eux, c'était vraiment très difficile, mais très important. Ils veulent que je montre ce film dans les écoles, dans les universités, mais c'était vraiment très difficile pour eux parce qu'ils sentent qu'ils sont nés dans la guerre et toute leur vie, c'est la guerre. Et c'est vraiment très difficile d'accepter ça. Karim Emile Bitar, politiquement, qu'est-ce que ça produit une génération à qui on a confisqué en quelque sorte sa propre histoire ? Une génération désorientée, mais c'est un peu à l'image du monde dans lequel on vit. Le romancier franco-libanais Amin Maalouf, qui est aujourd'hui secrétaire perpétuel de l'Académie française, a justement publié un livre qui s'appelait Les désorientés, qui ne parlait pas justement du Liban, mais qui parlait du monde entier. Donc le Liban est souvent un laboratoire où l'on voit s'esquisser les tendances lourdes qui vont triompher à l'échelle mondiale quelques années plus tard. C'est une
une micro-société où toutes les contradictions du monde dans lequel on vit sont présentes. Les inégalités criantes, l'infotainment, ce mélange d'information et de divertissement, les dérives des médias, la corruption, l'oligarchie, les liens incestueux entre la finance et la politique, tout est présent sur un micro-territoire. Et c'est cela qui fait le côté fascinant du Liban. Et c'est cela qui fait que des films comme ça peuvent être très importants parce qu'à partir de quelques anecdotes, de quelques souvenirs, on peut toucher à l'universel. Ce n'est pas un film sur le Liban, c'est également un film qui peut parler à beaucoup de gens à travers le monde, je pense. Vous citiez justement Amin Malouf, qui écrivait aussi, je le cite, « La mémoire des mots se perd, pas celle des émotions ». Vous, Lana Daher, vous travaillez donc à partir de 20 000 archives, sans scénario écrit. Est-ce qu'on raconte mieux un pays par ses émotions que par ses faits? Oui, absolument. Alors, j'ai fait des calculs récemment et j'ai calculé que le film, les 75 minutes, c'est 7% de la recherche que j'avais fait, seulement 7%. Et pour moi, le fil conducteur du film, c'était vraiment un fil conducteur émotionnel. C'était pas linéaire, c'est pas une leçon d'histoire, c'était vraiment l'expérience émotionnelle des gens qui vivent à Beyrouth et qui vit ces cycles de violence. Mais est-ce que c'est pas dangereux, là je m'adresse à vous, à l'historien que vous êtes, Karim Émile Bittard, de remplacer les faits par les émotions? Ça peut être dangereux dans un cadre universitaire, mais pour une société, ça peut avoir un effet catharsis, un effet libérateur, et ça peut permettre justement de voir là où le bas blesse et de voir aussi des pistes de sortie de crise. Les Libanais sont très émotifs, très sentimentaux, pour le meilleur et pour le pire. Ils sont sentimentaux, c'est-à-dire qu'il y a des liens sociaux qui demeurent très vifs entre les générations, des liens amicaux très forts. Mais les Libanais ont parfois tendance aussi à être tellement à vif, notamment politiquement, qu'ils en finissent par prendre leur désir pour des réalités. Certains s'imaginent aujourd'hui que dans 2 semaines, ils seront libérés grâce au bombardement israélien. Les autres s'imaginent que je ne sais qui va les protéger. C'est souvent par le biais des sentiments, de la psychologie, qu'on pourra découvrir cette société. Je suis persuadé qu'il faut faire appel aux neurosciences, aux psychologues, beaucoup plus qu'aux politologues et aux économistes, si on veut que le Liban sorte de l'auberge. Il y a des traumas qui sont véritablement très profonds. C'est une société polytraumatisée et les traumas se transmettent de génération en génération. Donc, la génération qui émerge aujourd'hui est porteuse de ses propres traumas, l'explosion du port de Beyrouth, la crise économique, etc., mais a hérité en quelque sorte de tous les traumatismes de leurs parents. Ça peut être extrêmement dangereux, car on voit aujourd'hui une polarisation très forte sur les réseaux sociaux, et il faut espérer que cette invasion israélienne, qui est la 7e, ne conduira pas à une nouvelle guerre civile, car ce serait absolument tragique. Ce serait la fin d'une expérience qui n'a pas été une expérience qui a échoué. On voudrait nous faire croire que les Libanais sont incapables de vivre ensemble. Le problème, ce n'est absolument pas qu'il y a une impossibilité pour tant de communautés de cohabiter. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi jusqu'à présent à édifier un État digne de ce nom et à insulariser le Liban de la guerre des axes régionaux. Donc le Liban est tout à fait viable s'il reste uni et s'il parvient à une certaine neutralité active, proactive, pour sortir de ce statut d'État tampon de la géopolitique internationale où tous les conflits régionaux viennent se déverser. Il y a un risque pour vous de guerre civile au Liban? Alors, il faut échapper à 2 écueils là-dessus. Il faut échapper à l'écueil qui minimise le risque de guerre civile. On voit déjà certaines tensions. Il ne faut pas non plus tomber dans l'autre travers qui consisterait à accepter le chantage du Hezbollah, qui consiste à dire si vous cherchez à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, ce sera inévitablement la guerre civile. Certains utilisent ce chiffon rouge pour empêcher les autorités étatiques de restaurer leur souveraineté sur l'ensemble du territoire. Donc il faut être extrêmement prudent en cette période, éviter les discours extrémistes, identitaristes, communautaristes, mais en même temps, il n'y a pas de fatalité. Le drame, c'est que le sort des Libanais n'est malheureusement pas entre leurs mains. Il y a un tel déchaînement de folie et de violence à l'échelle internationale que nous pourrions nous voir entraînés dans ce tourbillon. Donc ne minimisons pas le
le risque, mais continuons avec une sorte de mélancolie proactive de faire ce qui est entre nos mains, ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire d'essayer autant que faire se peut de restaurer un État impartial, suffisamment solide pour résister à toutes les agressions d'où qu'elles viennent. Lana Daher, est-ce que vous, personnellement, vous êtes optimiste pour le Liban de demain? Mais je sais plus. Je sais plus, mais je sais que je suis vraiment. Pour moi, ça c'est de l'espoir. Je vis à Beyrouth. Je vis encore à Beyrouth. Cette dernière guerre, j'étais à Beyrouth presque toute la guerre. Et vraiment, je suis très, très, très attachée au Liban, à Beyrouth. Et moi, je viens du sud du Liban. Et c'est un perspective très différent quand on vient du sud du Liban. Et je suis vraiment très attachée. Et oui, oui, j'ai de l'espoir. J'ai toujours de l'espoir. Je voudrais vous citer Karim Émile Bitar, quand même, malgré tout, les mots du journaliste et écrivain Marwan Chahine. Dans son roman sur la guerre civile libanaise, il dit « Il n'y a pas de mémoire de la guerre au Liban, il y a une guerre des mémoires ». Oui, Marwan a C'est également pas fait... problématique, ça, justement? C'est très problématique, mais il a réussi, lui aussi, en se plongeant pendant une dizaine d'années sur l'événement qui a déclenché la guerre du Liban, l'attaque contre un bus palestinien, Le 13 avril. à essayer de contribuer à cicatriser justement ces mémoires enfouies. Il montre qu'il y a une multiplicité de narratifs. Ce n'est pas tant qu'on n'a pas réussi à écrire notre histoire, c'est que chacun écrit un peu la sienne, et que chaque communauté, à l'intérieur de chaque communauté, chaque courant politique se construit une propre historiographie, une propre mémoire qui n'est pas forcément la bonne, qui ne coïncide pas forcément avec les autres. Toutefois, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est l'État qui doit rédiger un manuel scolaire qui dirait la vérité officielle. Il faut que toutes les voix parviennent à se faire entendre, mais qu'on les lise en contrepoint les unes avec les autres pour que les nouvelles générations puissent faire une opinion sur les événements tragiques que ce pays a connus. Lana Daher, justement, vous avez l'impression, vous avez la sensation, vous, en tant que réalisatrice, de faire ce travail d'élaboration que l'État ne fait pas et n'est pas appelé à faire, si je vous comprends bien. Et c'est exactement ça, les raisons que Karim a expliquées. C'est le film est né de ce besoin de comprendre ma relation avec ma ville natale, ma relation avec l'histoire qu'on n'apprend pas. Et j'ai senti aussi que dans un pays comme le Liban, c'est très difficile de parler de l'histoire et de parler de la mémoire parce qu'il y a beaucoup de perspectives. Et je suis avec vous, je suis d'accord que c'est vraiment, je ne suis pas sûre si c'est le gouvernement ou les systèmes d'éducation qui doivent écrire cette histoire. Pour moi, c'était très important de raconter cette histoire de la point de vue des artistes, des réalisateurs, des écrivains, de la point de vue des gens. Et c'était ma façon de collecter vraiment ces points de vue très différents sur notre mémoire, sur notre histoire. Et c'était aussi une autre décision très extrême de ne pas utiliser des politiciens. Je ne voulais pas utiliser leur voix, je ne voulais même pas leur présence dans le film. Et ça m'a pas pris beaucoup de temps. Ça m'a pris quelques semaines au début, en 2018, de décider que ce film va être sur le Liban, et sur l'histoire du Liban et sur notre mémoire, mais on ne va pas avoir un seul politicien. Et aussi, parce que j'ai décidé pas de politicien, j'ai aussi pas utilisé beaucoup d'archives de les chaînes de télévision, parce que beaucoup des chaînes de télévision au Liban, c'est des partis politiques ou des positions politiques. Alors c'était une façon de... Pourquoi ça vous fait rire? Parce que c'est précisément ce qui va faire le succès de ce film, d'avoir laissé de côté cette classe politique corrompue jusqu'à la moelle. Ça va être un bol d'air frais pour les Libanais de pouvoir voir des gens qui leur ressemblent, de pouvoir retrouver des souvenirs sans avoir ressassé les mêmes discours qui sont martelés en boucle sur les chaînes médiatiques libanaises, qui sont, comme Lana l'a dit, elles-mêmes directement liées à des partis
politique. C'est également une des tragédies du Liban, c'est qu'il n'y a plus d'espace collectif véritablement autonome. Les médias, les institutions scolaires, les hôpitaux, tout devient communautarisé. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de briser ces ghettos communautaires et les plus aptes à le faire, à construire des ponts entre les tendances politiques, entre les communautés, ce sont précisément les artistes, les poètes, les romanciers, le monde de la culture, parce qu'ils refusent de se laisser embrigader. Ils peuvent défendre une idée, puis évoquer un autre courant politique une semaine après, sans forcément que cela ne tombe dans une guerre civile permanente. C'est par l'art et par la culture qu'on pourra trouver un sursaut collectif qui est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Mais quelle place pour la vérité historique, scientifique dans tout ça? Est-ce que ça viendra dans un second temps? Pas forcément, parce que si on veut aujourd'hui comprendre le terrorisme à travers le monde, plutôt que de lire des manuels de sciences politiques, il vaut mieux lire Dostoïevski. C'est un grand professeur qui nous dit ça. Il vaut mieux lire Les Justes d'Albert Camus. Ce sont souvent des romanciers, des cinéastes, L'Agent secret de Conrad, qui a également été adapté récemment au cinéma par un réalisateur brésilien. C'est à travers des œuvres de fiction, des œuvres littéraires ou des œuvres cinématographiques qu'on trouve souvent la réponse la plus adéquate aux problématiques politiques. Donc on jette les livres d'histoire à la poubelle? Pas forcément, mais on se sert de ces œuvres, de ces grands films, pour comprendre l'histoire, pour comprendre les années 30, la politique d'apaisement vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Il n'y a rien de mieux que le film Les Vestiges du jour de James Ivory avec Anthony Hopkins. C'est un film qui retrace parfaitement la politique étrangère américaine, française, britannique pendant les années 30, tout en étant un très grand film de cinéma. Donc, en s'appuyant sur la culture, on peut parvenir à se rapprocher de la vérité historique, peut-être plus que dans des manuels d'historiens qui se prétendent objectifs alors que personne ne l'est véritablement. Vous êtes nietzschéen. Lana Daher, quand on découvre votre travail, on pense aussi à la figure de Lokman Slim, intellectuel chiite, activiste obstiné de la mémoire libanaise, qui a été assassiné en février 2001. Aucun coupable arrêté à ce jour. La question que je voudrais vous poser, c'est que au Liban, filmer, archiver, transmettre, c'est aussi un acte politique, donc forcément parfois mortel. Est-ce que vous y pensez quand vous travaillez? Je crois dans mon cas, c'était pas mortel parce que j'ai évité la politique traditionnelle. J'ai évité les politiciens et aussi j'ai évité prendre un seul point de vue. Et ça, c'était vraiment un choix très clair. Mais et c'est très différent du travail du Lokman. Et j'ai visité les Oumam Archives et bien sûr, je connais. Mais moi, vraiment, pour moi aussi, ce que je me suis demandé beaucoup, c'est comment on définit l'histoire, comment on définit les politiques. Pour moi, les politiques, c'est pas seulement les politiques et l'histoire traditionnelle comme on les connaît. Pour moi, la société, c'est aussi la politique. L'art, ça peut être politique. La façon dont on vit au Liban, les détails de nos jours, les politiques, ça vit aussi dans tout ça. Alors, j'avais entré une façon très différente de gérer l'histoire, la politique, la mémoire. Le problème, Karim Emile Bitar, c'est qu'aujourd'hui au Liban, dans le contexte de la guerre, ce n'est pas au cœur, le travail de mémoire n'est pas du tout au cœur de l'agenda, au cœur des problématiques qui secouent le pays. Il y a en effet une impasse qui a été faite là-dessus, délibérément, une volonté d'enfouir sous le tapis toutes les tragédies qui se sont passées, alors même que au Liban, plus qu'ailleurs, il est nécessaire de creuser. Vous évoquiez Lokman Slim, il y a une autre citation qui s'applique parfaitement au Liban, c'est une phrase d'Auguste Comte qui disait « Les morts gouvernent les vivants ». On a l'impression que ceux qui se battent aujourd'hui au Liban se battent pour poursuivre un certain héritage. Il y a ces intellectuels qui ont été assassinés, Lokman Slim, Samir Kassir, beaucoup d'autres. Et au sein de la classe politique, quand vous cherchez à comprendre le comportement de tel ou tel acteur, vous vous rendez souvent compte qu'il est en train de poursuivre le combat de son grand-père qui a été assassiné, de son frère qui a été victime d'une voiture piégée, etc. C'est vrai dans toutes les communautés. La plupart des familles politiques libanaises, puisque c'est un système où encore des familles, des dynasties prédominent,
toutes ont été touchées par des assassinats politiques. Depuis la proclamation de l'État du Grand Liban en 1920, il y a eu pas moins de 200 assassinats politiques qui ont été justement documentés par le centre que Lana a évoqué, le centre de Lokman Slim. Donc ça fait quasiment un assassinat politique tous les 6 mois. Un homme politique ou un journaliste ou une figure de la société civile. C'est tragique. Il faut se rappeler qu'en Tunisie, il a suffi de 2 assassinats politiques pour faire dérailler un peu le processus de transition démocratique après 2011. Donc gérer 200 assassinats politiques, ça exige un travail de mémoire permanent et ça exige aussi une restauration de l'indépendance de la justice. Et je suis heureux de voir que la plupart de ces enquêtes ont été réouvertes aujourd'hui. Même si nous avons peu de chance d'avoir le fin mot de l'histoire, il est important que nous continuions à chercher, que nous refusions de tourner la page et de dire c'est le passé, il faut oublier, l'impunité est la règle, il n'y aura jamais de reddition de comptes, il faut exiger la reddition de comptes, c'est la base pour reconstruire un Liban juste et prospère. Mais toute la question, c'est comment tourner la page si le texte en lui-même n'existe pas. Et, alors voilà, beaucoup nous disent tourner la page. Pour tourner la page, il faut d'abord l'avoir lu. Et peu de gens ont le courage de lire cette histoire, parce que cette histoire est sanglante, parce que lire cette histoire, ça implique de se confronter aux erreurs qu'ont commises les générations précédentes. C'est-à-dire que chacun doit avoir le courage de reconnaître que son propre camp a été responsable d'un certain nombre d'atrocités. Certaines figures politiques ont commencé à enclencher ce dialogue, dire il est nécessaire de mettre tout sur la table, d'engager un peu un dialogue comme en Afrique du Sud, des commissions vérité et réconciliation. Il faut que la société civile pousse dans ce sens pour inciter les membres de la classe politique qui ne l'ont pas encore fait à faire enfin cette autocritique. Le sursaut ne pourra venir que de cette autocritique. Il faut regarder le passé en face pour pouvoir construire l'avenir. Vous êtes d'accord? Je suis totalement d'accord et je sens aussi que le film du Love Me, ça a créé un peu cet espace pour se souvenir, pour se demander même des questions sur nous-mêmes, notre responsabilité dans tout ça. Et je trouve que vraiment les conversations après le film, elles sont très très riches. Et c'est comme un group therapy, une thérapie de groupe. Pour Quel type de conversation justement? C'était vrai, les gens ils sortent du film et c'est comme si ils réalisent maintenant qu'on avait la guerre civile, qu'on a vécu tout ça. Il sort du film, il me dit mais attends, vous avez flashé ma vie dans 75 minutes, c'était ma vie devant mes yeux. Et moi, je crois pas qu'on a sorti de ça, on a vu tout ça. Et même la génération plus jeune, pour eux, c'est fou, mais eux, ils disent que pour eux, cette guerre est même plus, c'est très soft à comparer à la guerre civile. Alors, c'est vraiment des perspectives très intéressantes qui dialoguent ensemble. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps. Je voudrais le consacrer justement à vos recommandations culturelles. Je crois que vous donnez un cours consacré justement au cinéma et à la guerre à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth ou à Sciences Po. Ici à Paris. Et c'est pour ça que je voudrais vous poser la question. Mais juste pour revenir sur votre film, tout simplement, Lana Daher, le titre du film, c'est une question. Oui. Do you love me? Oui. À qui est posée cette question? Alors le titre, ça a commencé avec une chanson qui est un peu connue au Liban, c'est le Do You Love Me Song, la famille Ben Ali. Mais après, parce que quand j'avais commencé, c'était cette recherche entre la relation entre la musique et la guerre. Mais après, quand j'ai développé le film, j'étais très attachée à ce titre parce que c'est devenu une question que je me demande. Mais des fois, je crois que c'est le Liban qui nous demande. Est-ce que nous, vraiment, on l'aime? Et j'avais envie de la laisser un peu ouverte comme ça. Il nous reste une petite minute. Karim-Émile Bittard, vos recommandations, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut écouter pour comprendre le Liban aujourd'hui? Il faut commencer par voir Do You Love Me. Les cinéastes sont souvent office de psychanalystes. Ils font ce travail-là. Ils permettent de faire ressortir les profondeurs d'un inconscient national, même si les cinéastes ont parfois eux-mêmes besoin d'une psychanalyste. Les plus grands cinéastes de l'histoire, Hitchcock, Kubrick, Woody Allen, Polanski, avaient tous un côté un peu pervers, un côté un peu monstrueux. Mais c'est ça qui fait la force de l'art, c'est qu'à travers
travers l'étude de nos traumas, de notre psyché, de toutes nos émotions enfouies, on peut faire sortir certaines vérités et ce sont ces vérités, en les regardant en face, qui nous permettront d'affronter le présent et l'avenir. Donc donnez-nous, vous nous avez pas donné vos recommandations. On regarde quoi? Nadine Labaki, donnez-nous des titres. Il y a énormément de grands films libanais. Il y a un film qui s'appelle Tramontane, qui est assez puissant, qui évoque également la mémoire de l'histoire tragique de ce pays. Il y a un petit film dans lequel Nathalie Baye avait tourné l'un de ses derniers films qui évoque la mini-guerre civile de 1958. C'est une famille libanaise qui est divisée autour de cette guerre dans un village, dans une sorte de huis clos à la montagne libanaise. Un film de Carlos Shahin qui a été produit il y a 2 ans. Si on remonte plus loin dans l'histoire, il y a les films de Marwan Baghdadi, qui était un immense cinéaste libanais qui est mort prématurément. Et il y a de nouveau en salle le film d'une courageuse cinéaste féministe qui s'appelle Heini Srour, qui a évoqué l'ensemble du monde arabe, notamment un film L'heure de la libération a sonné, et un autre film qui sera bientôt en salle, Leila et les loups, qui évoque justement le souvenir de la guerre libanaise. Et puis il y aura Do You Love Me la semaine prochaine. C'est la fin de cette émission, malheureusement. En tout cas, j'encourage tous nos téléspectateurs à aller voir ce chef-d'œuvre Do You Love Me de Lana Daher. Merci Karim, Émile Bittard, merci à tous les deux pour cette très belle émission. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de Parlons-en et surtout nos réseaux sociaux.